Bonjour à tous et à toutes. Pour cette nouvelle session, nous sommes ravis de vous accueillir au mois de mars, 11 mars, pour cette nouvelle session de l'AEM. Alors, comme vous pouvez le constater, nous sommes encore en webinaire, mais nous sommes tout près de pouvoir enfin se retrouver et enfin pouvoir revivre ensemble ces événements que nous aimons tant. Alors, vous allez me dire, mais tu nous dis ça depuis le mois d'octobre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, c'est vrai. Mais ce n'a jamais été aussi vrai, puisque peut-être pas mai, mais de toute évidence juin, en tout cas, on y arrive. On n'a jamais été aussi près de pouvoir se retrouver. Aujourd'hui, on a un invité tout à fait exceptionnel. On va parler communication d'entreprise, on va parler médias. Et vous êtes plus d'une cinquantaine d'entreprises à vous être inscrites et connectées ce soir pour accueillir avec moi Bernard de la Villardière, à qui je vais demander de réactiver son micro. Et oui. Voilà, super. Et je t'ai mis aussi sur la vidéo. Hop. Bonjour Bernard. Bonjour à tous. Bonjour, on est ravis de t'accueillir au sein de notre club d'entreprise ce soir pour parler, comme je l'ai dit, communication d'entreprise, évolution de la communication d'entreprise par des médias nouveaux, médias dont un que tu as créé qui s'appelle Néo, on va en parler. Alors, on ne te présente plus, mais la politesse m'y oblige. Donc, si tu permets, je vais dire quelques mots sur toi. Tu es titulaire d'une maîtrise en sciences politiques, d'une licence de journalisme. Tu es journaliste, reporter, producteur, homme de télévision et de médias plus largement depuis près de 40 ans. Tu ne les fais pas. Tu es également chef d'entreprise puisque tu as créé au début des années 2000 la société de production Ligne de Front, que tu diriges toujours aujourd'hui d'ailleurs. Ligne de Front, c'est une trentaine de collaborateurs, Bernard, c'est ça? Oui, c'est ça, en fait, une douzaine de permanents et puis, comme toutes les boîtes de production, beaucoup d'intermittents du spectacle, mais aussi des techniciens, des ingénieurs du son, etc. Donc, c'est 60 fiches de paie par mois, entre 60 et 80 fiches de paie par mois. Donc, tu es un homme d'entreprise et c'est pour ça qu'il est intéressant de parler avec toi de communication notamment, puisque tu as la casquette journaliste et la casquette homme d'entreprise. Tu as participé notamment au lancement de LCI tout au long de ta carrière. Je ne vais pas tous les dire parce qu'il y en a tellement. Et tu as créé fin 2020 un nouveau média. Ce nouveau média, on en a vu quelques images en attendant de commencer. C'est Néo. Néo dont nous allons parler. Mais avant de parler de Néo, je voudrais juste, puisque tu es avec nous, parler de l'homme, Bernard de la Villardière. Moi, ce qui m'a marqué, on se connaît Bernard depuis à peu près une dizaine d'années, et ce qui m'a marqué depuis 10 ans, c'est cette constance qui existe chez Bernard de la Villardière. Tu es pour moi le seul journaliste dans le paysage audiovisuel dont le nom est à la fois un nom et une marque, Bernard de la Villardière. À quoi ça tient? Pour quelles raisons c'est aussi prégnant? Parce que sans doute la continuité, c'est vrai que j'ai un peu plus de 60 ans aujourd'hui, donc ça fait plus de 20 ans que je suis présent sur les écrans de télévision. J'ai commencé à la télévision, à faire de la télévision avec le lancement de LCI, c'était en 94. Après, j'ai eu une courte période où je suis repassé par la radio, j'ai présenté les journaux sur Europe 1. Donc, c'est la longévité télévisée. Je pense que je n'atteindrai pas la longévité d'un Michel Denisot ou d'un Michel Drucker. On te le Mais, souhaite. voilà. Il se trouve que effectivement, les générations qui ont suivi, finalement, les carrières à la télévision sont beaucoup plus courtes et j'ai l'avantage d'être dans un groupe qui s'appelle le groupe M6 depuis près de 20 ans maintenant. Et donc, cette continuité, cette présence à l'écran fait que automatiquement, évidemment, j'ai une popularité qui est liée à cette présence télévisuelle en continu, même si aujourd'hui, c'est en deuxième partie de soirée. Donc, un public moins vaste que celui de la première partie de soirée, de l'époque où je présentais Zone Interdite. Après, j'ai jamais forcé mon personnage. J'ai toujours été, comme je suis pas tout à fait dans la vie comme je suis à l'écran, parce que je pense que dans la vie, je suis un peu plus décontracté. Donc, c'est le personnage de journaliste présentateur, c'est un peu un métier de schizophrène, c'est-à-dire il faut être à la fois, on représente la chaîne, on est là pour faire de l'information, pour garder une certaine sobriété, un certain recul, tout en faisant passer une part de soi-même, mais pas trop, parce que si on force trop son talent et si on peut pas cannibaliser un contenu, une émission comme Zone Interdite notamment, je ne pouvais pas en faire quelque chose qui soit totalement à mon image. Sur Enquête exclusive, c'est un peu plus facile parce que je suis sur le terrain, je ne suis pas présentateur dans un studio, mais sur le terrain, et donc j'incarne davantage le programme.
et je pense que ça introduit plus de proximité. Et puis au fil du temps, les gens pensent que je fais partie un peu de la famille, quoi. C'est vrai que quand ils m'arrêtent dans la rue, ils sont plutôt sympas et j'ai vraiment l'impression d'être un cousin germain sur lequel ils retombent après ne pas l'avoir vu pendant un certain temps. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tu l'as dit, deuxième partie de soirée sur Enquête exclusive aujourd'hui, depuis 2005, mais tu incarnes réellement ce que tu présentes. Et même ceux qui ne suivent pas ou qui ne regarderaient pas Enquête exclusive ont une image très précise de Bernard de Lavillardière, reporter à travers tout autour du globe. Bernard de Lavillardière, c'est 100 jours de reportage par an, du Darfour à la Syrie, de l'Amazonie à Guantanamo. Et ce qu'on oublie aussi de dire, parce que c'est quelque chose dont tu ne parles pas souvent, c'est un engagement humanitaire très fort, puisque, et tu vas nous en parler, s'il te plaît, au travers de tous tes voyages, tu as pu te rendre compte de beaucoup de choses, tu as découvert énormément de choses. Je crois que c'est même une genèse par rapport à la création de Néo. Et ton engagement humanitaire, tu es l'ancien président de l'ONG Solidarité Internationale, tu es administrateur de Care France, de la Fondation NJ, et tu es également membre de l'Institut des relations internationales et stratégiques. Donc en fait, est-ce que cet engagement-là, caritatif, humanitaire, est lié à la résultante de ce que tu as eu comme expérience à travers le globe? Oui, peut-être que c'est issu de ma culpabilité judéo-chrétienne aussi, mais également un fond de romantisme et puis du fait que j'étais adolescent dans les années 70 et comme beaucoup de jeunes gens de cette époque, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce métier, c'est que je me suis dit c'est fabuleux parce que notre génération ne va plus connaître de grands malheurs, plus de guerres mondiales, plus de massacres, plus de génocides. Et donc, je vais être en première ligne sur les balcons du monde pour assister à ce spectacle merveilleux où on va faire reculer les dictatures, les tyrannies, les idéologies morbides ou mortuaires. On va faire reculer la famine et on va instaurer la démocratie et la justice dans le monde entier. Et je me souviens d'une époque où j'y croyais encore. Et c'est pour ça, et j'y croyais encore dans les années 80 d'ailleurs, jusqu'à la guerre du Golfe 90-91 où j'ai cru encore, à l'époque, c'était il y a 30 ans, j'étais journaliste pour RTL, et je me disais, c'est formidable, les grandes démocraties vont devenir les gendarmes du monde et renverser les tyrannies un peu partout, et le capitalisme va faire que la planète va progresser et que tout le monde aura ce dont il a besoin pour vivre et être heureux. Et bon, c'était une grande naïveté, mais c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce métier. Alors, l'humanitaire, c'était aussi pour ces raisons-là. C'est parce que j'ai lu Le Massacre des Innocents quand j'avais 15 ans, d'un certain Kessler. Ce n'est pas Arthur Kessler, l'écrivain, mais un autre dont je ne me souviens plus le prénom, et qui avait créé Terre des Hommes. Et voilà, j'aurais pu devenir d'ailleurs un activiste recourant même à la violence parce que je trouvais insupportable de penser qu'il y avait des millions de gens qui mouraient chaque année de faim dans le monde. Et donc, bon, je n'étais pas un poseur de bombes, mais j'avais envie voilà, d'aider, de tendre la main et de faire en sorte que le Nord soit plus solidaire des pays du Sud. Où je poursuis cet engagement humanitaire aujourd'hui en étant président de solidarité de la Guilde européenne du RAID, pardon, la solidarité internationale, c'était il y a pratiquement une quinzaine d'années. Mais c'est vrai que j'ai toujours tenu à être. Et je crois que si je n'avais pas été journaliste, j'aurais été humanitaire de Et, profession. et au vu justement de cette boulimie de découvertes, de rencontres, de voyages que tu as, on l'a dit, 100 jours par an en reportage, c'est énorme. Comment ça se passe depuis un an pour toi? Depuis un an, c'est un peu plus compliqué. Je pars moins souvent. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs finalement de lancer Néo, d'être plus disponible pour ce média que j'ai lancé il y a 3 mois maintenant avec un certain nombre d'associés et de partenaires. Voilà, j'ai pu aller aux États-Unis, j'ai pu quand même aller en Amérique centrale, au Salvador, au Costa Rica, au Mexique à la fin de l'année dernière. J'étais au Somaliland il y a quelques semaines. Je reviens d'Arménie, où j'étais il y a une quinzaine de jours. Donc, j'arrive un peu à voyager, mais là, tu vois, je voulais partir en Inde. Finalement, c'est pas possible. D'abord parce que l'Inde ne m'aime pas beaucoup. J'ai fait des films qui leur ont déplu. J'ai de plus en plus de... Il y a des pays qui me sont fermés, dans lesquels je peux éventuellement rentrer, mais avec un visa de touriste et en trichant un peu, en ayant avec moi des équipes qui ont des petites caméras qui ne sont pas repérables, mais c'est un peu hasardeux quand même.
Donc l'Inde n'a pas voulu de moi, le Pakistan n'a pas voulu de moi, la Chine ne veut pas de moi. Y a plein de pays où je suis d'ores et déjà interdit en tant que journaliste. Donc j'arrive souvent à y retourner en catimini, en jouant les faux touristes. Même si il y a quelques années à Cuba, ça m'a joué une mauvais tour puisque j'ai terminé en prison et j'ai repris un avion le lendemain, de retour à Paris. On ne sait pas ça. C'est-à-dire que dans l'homme de télé que l'on voit dans la présentation de ce que tu fais, de reportages qui sont des reportages lourds, je dirais, à chaque fois avec des sujets profonds, importants, on ne sait pas ce que tu viens de dire là. Et notamment le fait qu'à un moment donné, je ne sais plus quand, tu as même eu un contrat sur ta tête de Daesh. Oui, il y avait un Français de Daesh qui m'avait mis sur une liste noire et en effet, après la mort de ce couple de policiers à Magnanville dans les Yvelines en 2017, en mai 2017, j'ai été mis sous protection pendant quelques mois d'autorité par le ministre de l'Intérieur de l'époque, voilà, qui m'a adjoint 2 policiers qui me prenaient en charge le matin en bas de chez moi et qui m'ont ramené le soir en vérifiant qu'il n'y avait pas quelqu'un de malveillant dans ma cage d'escalier. J'ai vécu ça pendant 4-5 mois, c'était pas très confortable et j'ai finalement renoncé à cette sécurité parce que finalement, ce qui est angoissant dans ce genre de situation, c'est que, bon, évidemment, sa situation personnelle et sa sécurité personnelle, mais c'est surtout la sécurité de ses proches qui vous obsède. Et or, eux, ils sont pas protégés. D'ailleurs, à cette époque-là, quand je partais à l'étranger, j'avais coutume de faire une photo de moi à Roissy pour indiquer le fait que je partais et que voilà, il fallait pas venir me chercher chez moi Eh ben, pour alors, protéger les miens. on va passer, Bernard, à Néo. Alors, avant de commencer, on va faire un petit sondage en ligne. Donc, je vais vous demander, vous avez l'habitude maintenant de faire un petit sondage. Voilà, on lance le sondage. C'est parti, vous pouvez répondre. Avant ce soir, connaissiez-vous le média Néo? Oui, non, la question est simple. Oui, non. Alors, on y va. Hop, on est à 60% de votants, 75% de votants. Ça vote vite. Encore un petit peu. 82% de votants. Voilà. OK, on arrive à la fin. Alors, le sondage, on met fin au sondage. On partage les résultats. Vous le voyez. Alors, Bernard, 23% des personnes qui sont actuellement connectées, des entreprises connectées, connaissaient Néo et 77% ne connaissaient pas. Donc, tu as à la fois des personnes qui connaissaient et une large proportion de personnes qui ne demandent qu'à connaître Léo. Donc, ça, Néo, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, parle-nous de Néo. Pourquoi lancer un média Est-ce que c'est lié à la situation sanitaire? Tu l'as lancé en novembre-décembre de l'année dernière. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais dans la tête depuis longtemps? Parle-nous un peu de Néo. En fait, j'étais intrigué par le succès de certaines plateformes de contenu vidéo qui s'étaient lancées il y a quelques années déjà, notamment Brut, Combini, dont vous avez sûrement entendu parler, plus récemment Loopsider. Agacé par leur succès et parfois aussi sur leur positionnement éditorial très bobo urbain, voilà, et jeunes branchés entre guillemets. Et je trouvais qu'on ne s'intéressait pas aux Français, qu'ils soient urbains ou pas, de génération supérieure, voilà. Et puis j'étais agacé aussi par la sous-idéologie qui faisait qu'on était plus dans la pleurnicherie, dans la revendication incessante des droits des minorités, etc. Et qu'on ne montrait pas la France telle qu'elle était dans sa diversité. Et donc je voulais lancer un média qui soit plus positif, plus local, plus orienté vers la proximité, la vraie vie des gens, quoi, qui ne soit pas totalement hors sol par rapport à la réalité quotidienne des Français et des Françaises, que ce soit encore une fois dans les villes ou à la campagne. Et donc j'ai eu cette idée avec un certain nombre de mes collaborateurs, de mes associés, à commencer par Stéphane Simon, qui a été le producteur d'Ardisson, de Thierry Ardisson pendant quelques années, Samy Biazoni, qui travaille à la Société Générale, qui est à la fois ingénieur, homme d'affaires, et très geek, très branché nouvelles technologies, qui connaît très bien le fonctionnement des réseaux sociaux, qui est une pierre essentielle dans cet édifice. Et puis
deux jeunes de moins de 30 ans, Louis Perrin et Anne-Henri Gestas, qui travaillaient chez Dentsu et qui, travaillant pour les marques, se rendaient compte qu'il y avait un certain nombre de marques qui ne se reconnaissaient pas dans l'idéologie, la sous-culture brute, Loopsider ou Combini, et qui voulaient s'adresser au grand nombre avec sur des thèmes qui nous rassemblent plutôt que sur des thèmes qui nous divisent, et sur des éléments et des facteurs plus constructifs, plus engageants, plus optimistes que ceux que l'on rencontre sur ces plateformes. Donc voilà, la marque de fabrique de Néo, c'est d'abord l'humain, ce sont les itinéraires individuels, ce sont des valeurs positives, ce sont des choses voilà, ancrées dans notre histoire, dans la culture, dans notre patrimoine, le savoir-faire français. Voilà, là on voit l'ancien ministre Majoubi qui nous parle des moteurs de recherche et du savoir-faire français et du Made in France, en disant que même il y a des moteurs de recherche en France et qu'on peut très bien se passer de Google si on le souhaite. Donc voilà, ça fait partie de l'ADN de Néo. Et puis il y a beaucoup d'autres choses. Il y a Ken Follett, l'écrivain américain qui a donné une partie de ses recettes de la vente de ses livres pour retaper une cathédrale en Normandie, je crois. Voilà, on a Loïc Finaz dans le Dauphiné qui a créé un atelier de luxe et qui emploie des jeunes délinquants souvent venus des cités pour essayer de les réinsérer dans le monde économique, dans le monde réel. Et voilà, et les couper de cette sous-idéologie des quartiers, des cités, et qui leur est infusée une idéologie assez anti-France, une idéologie victimaire, en leur disant qu'ils sont victimes de racisme, que c'est épouvantable, qu'ils ne pourront jamais réussir en France. Donc c'est cette sous-idéologie de la haine de soi et de la victimologie permanente qu'on essaye d'éradiquer et de faire reculer grâce à Néo. Quand on en a parlé, tu avais aussi mis en avant l'envie de lutter un petit peu contre le French bashing au niveau des entreprises, c'est-à-dire le fait de parler des entreprises comme voilà, que nous sommes, comme des lieux d'exploitation de l'homme par l'homme. Voilà, c'est ça. Alors que ce sont des lieux d'émancipation. C'est assez drôle parce que la valeur travail, d'ailleurs, moi, ça m'a toujours surpris. Le travail, c'est ce qui permet à l'homme de s'émanciper précisément. Or, je ne sais pas d'où vient cette espèce de sous-culture typiquement française. On vous explique que le travail, c'est le marxisme évidemment, ou un marxisme mal assimilé, et qui a répandu cette idée. C'est que quand on travaille, finalement, on est exploité, on se diminue, on s'affaiblit, alors que c'est tout le contraire. Le travail, c'est justement la conquête de la liberté, c'est la créativité, c'est l'engagement, c'est le groupe, c'est l'idée d'être en groupe, de se battre ensemble, d'atteindre des objectifs ensemble. Et ça, c'est drôle parce que je pense que la crise du Covid a finalement permis à un certain nombre de gens qui étaient dans cette sous-culture-là de se rendre compte à quel point le travail en équipe, à quel point le travail et la vie en entreprise étaient un élément important de la socialisation, du rapport aux autres, et que voilà, ne pas travailler ou ne pas travailler en entreprise, être privé de sa boîte et de ses collègues de travail, finalement, c'était pas si commode, c'était pas si simple. Donc, en fait, la mission de Néo, comme tu l'as définie, c'est valoriser, promouvoir, rassembler, rapprocher. Alors, valoriser par la diversité des territoires. La diversité, absolument. Moi, je me suis aperçu en voyageant à travers le monde à quel point mon pays était un pays de la diversité. Il y a plein de gens qui font de grands discours culpabilisant à l'égard des Français en disant non, vous êtes un pays qui n'est pas assez diversifié, il faut vous ouvrir à la diversité. Mais il n'y a pas plus divers que la France, à la fois par sa gastronomie, par ses paysages, par ses cultures, par ses populations, par ses langues. Voilà, il faut. Je cite souvent cet exemple, c'est-à-dire que jusqu'en 14-18,
la plupart des poilus qui se sont battus dans les tranchées ne parlaient pas français. La majorité d'entre eux parlaient le patois de leur village. Ça ne les a pas empêchés de se battre ensemble pour leur pays. Et souvent, hélas, de mourir dans des conditions épouvantables. Mais voilà, la France, c'est le pays de la diversité. Donc il faut mettre en valeur cette diversité, et c'est ce qu'on essaye de faire à travers les vidéos de Néo. Alors, on l'a dit, valoriser la diversité, promouvoir les savoir-faire, les talents, le patrimoine français, tu en as parlé. L'esprit d'entreprise, l'engagement, voilà, on a fait notamment une des vidéos qui a très bien marché. C'était un garçon qui s'appelle Abdoulaye Kanté, qui est sur Twitter d'ailleurs, qui est un garçon d'origine malienne. Sa famille est venue s'installer ici en France, il avait 7-8 ans, et il est rentré dans la police. Et il fait un témoignage face caméra chez Néo, il raconte son enfance, il raconte son arrivée en France, et il remercie la France de l'avoir accueilli avec sa famille. Et c'est un garçon qui est un militant républicain, laïque, qui aime son pays, la France, et voilà, et qui a trouvé toute sa place, et qui est ravi de faire ce qu'il fait, et qui voue hégémonie tous ceux qui accusent les Français, les policiers d'être notamment racistes et violents, vous savez, cette idée que la violence et l'État français sont intrinsèquement, systémiquement racistes, comme on dit. Bon, il y a des tas de gens qui viennent chez Néo pour dire exactement le contraire et qui sont originaires de cette diversité. Donc, dans ces missions-là, il y a également rassemblé autour d'une culture populaire commune. Donc, ça correspond à ce que tu viens de dire. Oui, redonner un peu de fierté, un peu de bon sens, quoi, un peu de… Voilà, et puis de joie de vivre également. Parce que ce qui était effarant, c'est que ces idéologies pseudo-diversitaires sont souvent pleurnichardes. Elles sont dans le pessimisme, elles sont dans la haine de soi, et j'en discutais l'autre jour avec une fille qui travaille au service marketing d'une marque de luxe et qui me disait à quel point elle était stupéfaite de voir arriver des stagiaires de 20, 22, 23 ans et qui sont toujours… qui regardent toujours ce qui ne marche pas, quoi, qui regardent toujours les choses un peu de travers, en disant « Ah non, mais il n'y a pas assez de ci, mais il n'y a pas assez de ça ». Puis il y a un mot que je déteste, c'est la discrimination. Alors voilà, il est de bon ton d'être discriminé ou de dénoncer les discriminations à tout bout de champ. Et finalement, ce sont des gens qui ont… ce sont des flics de la pensée, en fait. C'est une approche très stalinienne des choses. C'est insupportable. Je vais vous raconter une anecdote. L'autre jour, avec Néo, on s'est dit, tiens, on va mettre une photo de toi avec la rédaction de Néo pour les réseaux sociaux, notamment pour LinkedIn, etc. On a publié la photo sur LinkedIn, j'ai fait un petit mot pour dire, bah voilà, ça c'est mon équipe, l'équipe de Néo. Et alors, on a eu, les gens, il y a eu plutôt de bonnes réactions d'ailleurs, mais on a eu pas mal de posts de gens qui réagissaient en disant, qui avaient regardé la couleur de peau des gens qui étaient avec moi, qui travaillaient avec moi, en disant oui, non, il n'y a peut-être pas assez de diversité. Ah, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas quelqu'un d'origine africaine ou à la peau noire? On n'y a pas réfléchi, quoi. Enfin, c'était tellement stupide. Alors, sur quoi j'ai répondu, mais attendez, vous savez quelle est l'adresse des gens qui sont avec moi, d'où ils viennent, quel est leur itinéraire, etc. Et il y a plein de gens qui viennent qui ont des origines très modestes, qui ont fait des études supérieures malgré tout, enfin voilà. Donc la diversité elle est au cœur de cette équipe, et c'est pas la colorométrie des couleurs de peau qui va décider si c'est diversitaire ou pas. On sent bien dans ton discours qu'il y a un vrai combat derrière, que c'est une vraie volonté. Et c'est plus qu'un combat, oui, c'est une colère, oui, absolument, oui, absolument. Ouais. Alors, le dernier point nous intéresse particulièrement, c'est rapprocher. Et tu veux rapprocher les marques et les institutions des citoyens consommateurs. En 2 mots, Néo, par rapport à tout ce que tu as dit, qui se veut être un nouveau média, comme on l'a vu, très tendance par rapport aux réseaux sociaux, ce qui se passe aujourd'hui, on l'a vu là sur Twitter et la même chose sur Facebook, Instagram, etc., est un média positif, un média pour mettre en avant le local, le positif, les initiatives positives. Et les marques ont la possibilité de générer avec toi du brand content quelque part pour pouvoir à un moment donné, alors
ce qu'on appelle dans le média classique du public reportage, hein, en quelques mots, c'est du sponsoring, des choses comme ça, soit en marque blanche, soit en direct, pour pouvoir mettre en avant, être mises en avant par leurs initiatives positives. Est-ce que ça veut dire que tu penses que les marques ne sont plus audibles dans les médias dits classiques et qu'il faut impérativement passer justement par cette notion d'information aujourd'hui? Moi, je me garderais bien où je manie les médias classiques d'abord, parce que j'appartiens au groupe M6 et donc je continue de faire de la télévision. C'était un piège. Mais c'est complémentaire, en effet. Et si on veut s'adresser aux plus jeunes, c'est vrai que les plus jeunes regardent peu la télévision. Ils regardent beaucoup Enquête exclusive, mais c'est une des émissions les plus regardées par les jeunes sur M6. Mais par exemple, l'âge moyen du téléspectateur d'M6, c'est plus de 50 ans. L'âge moyen des téléspectateurs de France 2, France 3, etc., c'est au-delà de 60 ans, largement au-delà de 60 ans. Donc la télévision classique, elle est moins regardée par les jeunes, tous ceux qui ont des enfants le savent. Or, ils consomment beaucoup les vidéos, notamment sur les smartphones, sur leur ordinateur, sur les tablettes, etc. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer ce média. Souvent, on compare Néo à Jean-Pierre Pernaut, hein, au Trésor de Jean-Pierre Pernaut, même si c'est plus Jean-Pierre Pernaut, c'est toujours voilà, des sujets très locaux, régionaux, etc. Oui, on fait du Jean-Pierre Pernaut, en quelque sorte, mais on fait du Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut, le journal de TF1, il est regardé par les plus de 60 ans. Nous, la moyenne d'âge des gens qui nous suivent, c'est 25-30 ans, pas davantage. Donc, c'est très important d'être présent auprès de ce public-là. Tu parlais du brand content. Le brand content, c'est quoi? C'est effectivement du contenu suggéré par Néo aux marques, auxquelles elles s'associent. On a conclu notamment comme ça un accord avec Le Bon Coin. On fait une nouvelle rubrique et une série sur les collectionneurs en France. Et Le Bon Coin est une marque très reconnue, connue, et elle est contente de s'associer à ce programme. Elle est à peine présente d'ailleurs dans le programme, et c'est Néo avec Le Bon Coin. Comme on va faire Néo avec la région Rhône-Alpes pour mettre en valeur des initiatives de création d'entreprises au niveau de la région Rhône-Alpes, comme on a travaillé pour la Fondation Foch, qui gère l'hôpital Foch et qui veut promouvoir le travail qui est fait et notamment l'engagement des donateurs auprès de la Fondation Foch qui finance l'hôpital. Il y a plein de choses comme ça sur lesquelles on est en train de travailler. On a travaillé avec le groupe Canal pour mettre en valeur la série Paris 1900. On a fait un produit hybride à la fois Néo et Canal, où on utilise des images de la série pour mettre en valeur le langage, le fameux verlan, et on montre à travers ce petit reportage qu'il y a beaucoup d'expressions qui nous viennent du début du 19e siècle et que le verlan n'a pas été inventé par les rappeurs dans les années 80 ou 90, mais que c'est beaucoup plus ancien que ça. Ça veut dire qu'en fait, on passe de la communication par l'information et on change complètement de paradigme. On était sur un paradigme de vente et en fait, de produits et on passe à un paradigme d'adhésion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises, pour pouvoir vendre, doivent avant tout faire adhérer à ce qu'elles sont, au sens qu'elles veulent donner aux produits qu'elles proposent. La crise du Covid a accéléré les choses. C'est vrai que les marques sont des acteurs de la vie sociale, de la vie publique et même politique. La preuve, c'est qu'elles mettent en valeur aujourd'hui leur engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a la RSE, etc. Donc les marques sont des médias à part entière finalement. Elles communiquent sur des valeurs, sur un univers. Enfin, je ne veux pas l'apprendre à tous ceux qui nous suivent là actuellement. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux et notamment un savoir-faire comme Néo et des plateformes de contenu vidéo comme Néo sont destinés justement à travailler avec ces marques et à communiquer sur leurs valeurs qui sont aussi celles de Néo. C'est-à-dire que nous, on ne s'associera pas à des marques qui sont contraires à nos valeurs. Mais voilà, après, il y a une chose qui est passionnante, c'est justement c'est l'univers, l'histoire des marques. D'ailleurs, à mon âge, j'ai vu réapparaître des marques qu'on croyait disparues et qui réapparaissent comme Moncler notamment. Enfin, voilà, il y a des tas de marques qui ressurgissent. C'est drôle parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un ADN des marques. On croit qu'elles ont disparu et puis elles réapparaissent
avec une identité forte, avec une historicité, avec une culture qui remonte très fort à la surface. Comme s'il y avait une mémoire des marques, comme il y a une mémoire de l'eau. C'est ça. En fait, dans un monde en quête de sens, la nécessité d'adhérer à un souvenir, à une histoire, à une identité dont tu Une parlais. historicité, oui, ouais, voilà, absolument. Ouais. Et alors, ce qui est intéressant avec un média comme Néo, c'est qu'il utilise évidemment les codes de ce qui se fait aujourd'hui, et notamment par rapport à la communication par l'information. C'est qu'on n'est plus sur une communication descendante de l'instantané, où je communique sur un spot télé ou dans un magazine et je tourne la page et je passe à la page suivante. C'est que je vais allonger la durée de vie de la communication par sa viralité. Car si à un moment donné, mon entreprise est mise en avant par l'intermédiaire d'une action positive qu'elle produit dans une vidéo Néo, cette vidéo a vocation à être virale et à pas juste être vue une fois, mais si elle plaît, la personne se l'approprie, la transmet à son voisin, qui la transmet à son voisin, etc. Donc on est dans une logique de courbe de durée de vie de l'information, donc là en l'occurrence de la communication, qui est complètement différente de ce qui se faisait auparavant. Oui, et puis on connaît beaucoup mieux ses téléspectateurs, ses spectateurs, ceux qui vous suivent, ses followers, comme on dit. Et on a moyen aussi de cibler davantage certaines communautés par rapport à d'autres. Donc c'est beaucoup plus fin que l'audience télé, par exemple. On peut choisir son audience. On peut évidemment pousser du contenu et on peut pousser du contenu auprès de certaines communautés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au sein de Néo, il y a une vingtaine de salariés aujourd'hui. Il y a la moitié des effectifs, ou 10, 12 personnes, ce sont évidemment des journalistes, rédacteurs en chef, etc. Mais il y a aussi 2 data scientists qui travaillent justement sur le ciblage de nos followers et sur l'intégration de la data pour pouvoir mieux l'exploiter par la suite et mieux cibler encore nos contenus et nos audiences. Et puis, il y a aussi des social managers qui nous donnent des conseils sur les tendances du marché, qu'est-ce qui remonte à la surface à travers les réseaux sociaux aujourd'hui, quelles sont les préoccupations des gens, même sur l'actualité. Voilà, bah tiens, qu'est-ce qui remonte très fort en ce moment? Bon, bah, évidemment, c'est la guerre des bandes, c'est les violences en banlieue, etc. Bah, il y a aussi d'autres choses et c'est intéressant de s'intéresser à ces tendances lourdes et de pouvoir y répondre par la vidéo, sachant encore une fois que nous, on fabrique des contenus qui nous coûtent quelques centaines ou quelques milliers d'euros, mais pas davantage. Alors que, par exemple, un enquête exclusive, un 52 minutes d'enquête exclusive, c'est 120, 130 000 euros, c'est très cher. De produire en télévision, ça reste quand même très très cher. À la minute, c'est entre 1800 et 2500 euros la minute. Quand on est sur des médias comme Néo, c'est évidemment un peu moins cher. Là, tu l'as dit, une vingtaine de journalistes, donc on est déjà sur une belle rédaction. Hein. Une vingtaine de salariés, dont 12 journalistes. Tu as, donc, tu as le groupe M6 qui t'accompagne, qui a investi. Non, le groupe personne n'a investi. Enfin, on a fait une levée de capitaux. Grâce aux Families and Friends, on a levé 1,6 million qui nous permet de tenir quelques mois. Voilà. Je pense qu'on va trouver un modèle on va être rentable plutôt que prévu sur le business plan, c'est-à-dire dans 1 an et demi, 2 ans au plus tard. Cela dit, on ne va pas attendre cette échéance pour faire sans doute une deuxième levée parce qu'on a des ambitions en matière éditoriale, on veut créer aussi des verticales, on veut pousser les contenus, étoffer la rédaction, et puis il faut répondre aux marques qui nous appellent, parce que là-dessus aussi, on a beaucoup plus plutôt que prévu signé nos premiers contrats de brand content. Donc on est sur une vague tout à fait porteuse, et on est très content de la manière dont le marché réagit. Ton ambition pour Néo à 2-3 ans? C'est d'avoir des millions de followers, de pouvoir peut-être se lancer dans certains pays en Europe ou à l'étranger. On pense à la francophonie notamment. Voilà, c'est peut-être un jour créer une marketplace. Je pense qu'on peut créer une vraie marque. Je pense qu'on est à un moment où l'opinion a redécouvert les charmes du local, de la proximité, des itinéraires individuels, de la créativité, de la création. Et donc, il se trouve qu'en fait, on avait imaginé ça avant la crise du Covid.
cette nécessité des gens de… Enfin, j'ai toujours dit que l'information, c'est l'idéal de l'information et l'objectif de l'information, c'est de rapprocher ce qui est loin. C'est pour ça que je vais à l'autre bout du monde pour rendre accessibles des enjeux dont j'estime qu'ils ne peuvent pas nous échapper. Je crois à la communauté humaine, je crois à la fraternité humaine, mais je pense qu'il ne faut pas oublier ceux qui sont proches de nous. Et je pense aussi, pour parler d'identité, qui est un terme sulfureux, qu'un peuple qui n'est pas assuré de son identité, de son histoire, est beaucoup plus dangereux que celui qui a ouvert les portes en grand et qui ne sait plus très bien qui il est, quoi. Et donc, la meilleure manière de pouvoir tendre la main aux autres et d'être fraternel et d'être accueillant, ben, c'est assurer d'être bien planté sur ses deux jambes et de bien être fier de son histoire et de sa culture. Merci Bernard. Alors, il y a de nombreuses entreprises qui se sont engagées dans des initiatives vertueuses, symboles de sens pour à la fois les collaborateurs et pour leurs clients. Et au sein de notre réseau, ce soir, nous en avons 2 que nous avons ciblés qui ont accepté d'échanger sur cette fin de session avec nous. Alors, je vais juste les faire apparaître. Alors, hop. Voilà, Emmanuel Claire. Et Jean-Luc Estienne. Emmanuel, tu es avec nous. Bonsoir Geoffroy, bonsoir Bernard. Jean-Luc également. Je vais faire la demande de la vidéo pour Jean-Luc également. Voilà, formidable. Emmanuel, Jean-Luc, merci d'être avec nous ce soir. Alors, en 2 mots, tous 2 adhérents de notre réseau depuis très longtemps. Emmanuel Claire, tu es directeur pour la France des services immobiliers aux institutionnels chez Crédit Agricole Immobilier. En 2 mots, et tu nous en diras plus, c'est à toi qu'on doit cet extraordinaire Evergreen, comme s'appelle le siège monde du Crédit Agricole, que l'on a et que l'on connaît tous près de chez nous pour les entreprises qui sont connectées. Jean-Luc Estienne, tu es directeur des affaires publiques France de ST Microelectronics, que l'on voit, magnifique bâtiment sur le périphérique, porte d'Orléans, et tu es directeur du site de Paris, président d'Axiel également, qui est l'alliance électronique qui représente à ce titre près de 110 000 salariés. Merci à vous 2, messieurs, d'être présents ce soir. Alors, par rapport à tout ce qui vient de se dire, je souhaitais vous entendre parce que par rapport à ce qu'on a expliqué sur ces initiatives positives qui rentrent dans une logique à la fois communicationnelle et d'identité par rapport à l'entreprise, vos 2 entités en sont un exemple flagrant. On va commencer, Jean-Luc, par toi. ST Microelectronics, j'ai eu le plaisir de participer à plusieurs présentations des startups dans l'innovation que ST héberge, soutient et accompagne. Pour quelles raisons ST Microelectronics a créé cet incubateur pour ces startups? Bien, bonsoir à tout le monde d'abord. Et je voulais dire que c'était très intimidant de passer après Bernard de la Villardière parce que je suis loin d'être un professionnel de la communication et effectivement, de façon indirecte, on communique sur ce programme de partenariat avec les startups, mais c'est de façon très indirecte. En fait, au départ, on a voulu, je pense, lancer ce programme pour 2 raisons. La première, c'est que dans l'électronique, il y a énormément d'innovations et qu'on s'aperçoit que toutes les innovations vraiment remarquables, elles viennent souvent de petites startups, de petites structures qui ont l'agilité pour croire dans des nouvelles solutions et se lancer sans être handicapés par la lourdeur parfois de plus grosses entreprises. Et donc, on pensait que les startups étaient aussi un moyen pour nous d'accélérer finalement l'innovation et sur des écosystèmes qui sont compliqués, qui vont être tous les enjeux de la vie de demain, que ce soit pour la mobilité, que ce soit pour la santé, enfin des sujets très sociétaux dont on mesure aujourd'hui l'importance. Et donc, on a besoin de ces startups autour de nous pour précisément lancer de façon plus dynamique les solutions qui sont offertes par l'électronique. En quelle année ST a lancé ce programme de soutien justement et d'hébergement de ces startups? Alors, Jean-Luc n'est pas chez ST, il est chez lui. Et donc, du coup, la technologie n'est pas la même
que chez ST. En attendant que tu te reconnectes, Jean-Luc, on va passer à Emmanuel. Emmanuel, tu es, on l'a dit, donc tu es… Ah, ça y est, on t'a récupéré, Jean-Luc? Ah, vous m'avez perdu? Ah, on t'avait perdu. Alors, je repose ma question. Excuse-moi, Emmanuel. Je Je repose t'en ma question prie. à Jean-Luc. En quelle année est-ce que le programme a été lancé, ce programme de soutien aux startups? C'est en 2016, pardon, donc il y a à peu près 5 ans. Combien de startups accompagnées à ce jour? Alors, bien sûr, c'est un petit nombre sur Paris parce qu'on a une petite structure sur la région parisienne, mais si on élargit à toute la France, puisque cette opération a été lancée sur la France entière, ça doit être une bonne vingtaine de startups. Donc, ça paraît un petit peu limité par rapport au nombre de startups qui existent en France. Vous savez qu'on a été le premier pays en France en termes de startups représentées au CES de Las Vegas, qui est le grand Consumer Electronics Show. Donc, c'est effectivement des milliers de startups qui existent en France et pour la plupart très, très proches de notre secteur de l'électronique. Et en quoi consiste ce soutien de ST à ces startups? Donc, au départ, on voulait les aider d'abord financièrement, les hébergeant. Et donc, on a pensé que c'était peut-être le moteur numéro 1 de leur donner cette flexibilité. Puis très vite, on s'est rendu compte que le vrai moteur, il est la proximité. En étant logés chez nous, ils ont accès à nos technologies, à nos experts. Et donc, en termes de rapidité de décision, de justesse dans leur développement, parce qu'ils n'ont pas toujours l'expertise électronique nécessaire pour développer leur idée, cette proximité faisait qu'on avait un écosystème autour d'eux qui était très, très favorable pour leur développement. C'est étonnant parce que tu parles de 2016, finalement ça fait peu de temps et on sent quand on vient visiter ST qu'il y a des présentations qui sont faites de ces startups, tout le réseau ST est mis à disposition de ces startups pour qu'elles puissent présenter leurs produits, leurs innovations sur des innovations assez impressionnantes, des startups qui sont déjà devenues de belles entreprises aujourd'hui. On a vraiment le sentiment que c'est dans l'ADN de ST Microelectronics. Alors bien sûr, notre ADN, c'est l'innovation, parce que s'il n'y a pas d'innovation dans l'électronique, on ne résiste pas longtemps à la concurrence mondiale dans ce domaine. Pour ceux qui ne le savent pas, excuse-moi Jean-Luc, ST, on est d'accord, c'est les petites puces qu'il y a sur nos cartes bancaires par exemple. Voilà, alors les cartes bancaires, ça devient vraiment anecdotique, mais c'est pour des choses plus technologiques. Vous avez tous un smartphone avec de la reconnaissance faciale. Le composant qui reconnaît le visage de du smartphone sort d'une usine de ST à Crolles, donc à côté de Grenoble. D'accord. Okay. Donc des grands du smartphone viennent jusqu'à Crolles pour trouver le composant innovant qu'ils n'ont pas trouvé ailleurs. Donc, c'est effectivement logique que ST, en tant que leader dans l'innovation, puisse à un moment donné accompagner ceux qui seront les leaders de demain. Et ça, on est sur une initiative positive et qui de fait, est en phase avec la ligne éditoriale de Néo, en l'occurrence. Parfaitement. En plus, ça tombe bien parce que moi, je suis dauphinois, donc je suis dans l'Isère, je ne suis pas très loin de Crolles. Et donc, je pense qu'on va se voir très vite. On peut envisager effectivement peut-être non, mais c'est typiquement un sujet Néo, quoi. Non, mais c'est vraiment typiquement un sujet Néo. D'accord. Et je vais engueuler mon équipe de ne pas y avoir pensé plus tôt, d'ailleurs. Voilà. Bah, Allez-y, tu m'appelles. Et en fait, le lien qu'il y a avec la communication, parce que c'est peut-être ça qui t'a donné, Geoffroy, l'idée de m'interviewer, c'est que finalement, dans cette approche-là, c'est win-win. D'un côté, on aide les startups, mais de l'autre côté, ils nous aident beaucoup. Ils nous aident déjà dans cette agilité qu'ils nous apportent. Qui est pour nous un vrai modèle, comment se remettre en cause quand on est un grand groupe, c'est parfois un peu difficile. Et puis dans la communication, alors il y a la communication interne déjà, parce qu'en donnant un modèle à l'intérieur même de nos locaux à nos employés, de salariés qui s'éclatent dans des petites structures, là où les gens qui sont dans les grands groupes pensent qu'ils ont besoin de protection, de sécurité de l'emploi, ils s'aperçoivent qu'il y a des gens qui prennent des risques et que ça marche. Et puis il y a une dimension communication externe. Alors, il y en a une qui est un petit peu voulue par nous, c'est-à-dire qu'on met en avant tout ce soutien des startups dans notre valorisation d'image d'entreprises responsables, gros groupe qui essaie d'accompagner des petites structures. Mais c'est également les startups qui parlent de nous. Chaque fois qu'ils sont interviewés, et comme ils sont innovants, qu'ils sont soutenus par les pouvoirs publics, par des tas de concours auxquels ils participent, à chaque fois, ils sont heureux de dire que ST les a aidés. Et donc, c'est une communication indirecte
qu'ils nous font et qui est toujours très positive. Voilà. C'est ça. Et tu parlais de la communication effectivement interne par rapport aux salariés. Et donc, on va passer à Emmanuel. Emmanuel, donc, comme on l'a dit, tu es l'un des patrons de Crédit Agricole Immobilier et tu as eu notamment en charge la bonne réception, je dirais, par les collaborateurs, 10 000 sur le site d'Evergreen. Déjà, Evergreen, c'est un site qui a une identité. Tout ça a été voulu. Quand on visite Evergreen, on est subjugué par l'aspect parc. Il y a des canards, il y a tout ce qu'il faut comme commerce, il y a un pressing et tout ça dans l'enclave Crédit Agricole au service des collaborateurs. Alors ça va, oui, merci Geoffroy. Ça va me permettre en plus de faire le lien avec le discours de Bernard. On va dire que c'est mon petit côté Jean-Pierre Pernaut. Hein, je vais vous parler de mon petit coin de nature à moi. Donc c'est le 13h à 19h, mais voilà, l'analogie me paraissait sympa. Effectivement, c'est un petit monde, mais c'est un petit monde et je vais encore une fois revenir sur le discours de Bernard où voilà, une petite équipe a permis de s'illustrer dans l'action sans râler. Voilà, sans aller juste poser le problème et se barrer avant que la solution n'arrive. Non, c'est juste l'équipe d'exploitation, des gens formidables, motivés, qui ont commencé par la réception du site, mettre en place tout ce qu'il fallait pour qu'il soit certifié HQE. Alors HQE, c'est un joli barbarisme comme on les aime, mais c'est haute qualité environnementale. C'est juste faire attention à ce qu'on consomme, juste faire attention à la façon dont on traite ses déchets, juste faire attention en fait sur l'ensemble d'un bel ensemble effectivement qui fait quand même 150 000 m², à sa gestion, à la fois au confort des utilisateurs, mais encore une fois dans une dimension environnementale qui est très maîtrisée. Et puis, tu l'as dit, c'est un bel écrin. On a un petit peu plus de 3 hectares d'espace vert. Et au sein de ces 3 hectares d'espace vert, en fait, quand on fait un petit focus sur juste la richesse que ça représente, on s'est aperçu qu'on avait plusieurs dizaines d'espèces de flore, voilà, relativement particulières, 12 espèces d'oiseaux, quelques papillons qu'on trouve difficilement ailleurs. Je plaisante pas, deux lézards, deux types de lézards, et bien sûr quelques typologies de poissons. Et en fait, en ayant constaté voilà, la présence de cette richesse de biodiversité, en fait, on s'est dit, allez, allons un petit peu plus loin et entraînons nos collaborateurs dans cette vie et dans cette gestion au quotidien de cette diversité de faune et de flore. Et en fait, on a labellisé, on a fait labelliser notre site Biodiversity Life. Alors, c'est effectivement super à la mode, hein, mettre la nature en ville, et c'est pas le maire de Montrouge qui me contredira sur le sujet. On est tous les deux. Tu as le maire adjoint qui est présent, le maire adjoint aux entreprises qui est présent, Jean-Pierre Davio, qu'on salue. Bon, voilà, Jean-Pierre également, je pense, mais je sais qu'Étienne, lui, il tient énormément et je pense que c'est une passion qu'on partage. Mais on s'aperçoit qu'effectivement, voilà, il suffit de peu de choses, il suffit juste d'aller chercher la richesse là où elle est. D'abord de constater qu'elle est là, de mettre un peu en place les efforts nécessaires à sa préservation, et ensuite de mobiliser voilà, des utilisateurs qui ne sont pas conscients de cette richesse, de l'existence et de cette proximité qui est quand même assez incroyable. Enfin, c'est quelque chose qui, allez, indépendamment de l'année 2020 et du début d'année dont tu as parlé, qui devait vivre au quotidien. Et il a fallu, là aussi, communiquer, bien évidemment, en interne, beaucoup sur à la fois cette présence et sur le nécessaire respect attendu, ou en tout cas tout le comportement et le changement des comportements qui étaient attendus pour la préserver. Et c'est un travail de longue haleine où, alors là, j'ai fait appel, bien évidemment, à l'ensemble de nos composantes en termes de communication interne qui ont tout le professionnalisme dont j'avais besoin. Ils l'ont super bien fait, il n'y a pas à tortiller. Et on a aujourd'hui effectivement des utilisateurs conscients, encore une fois, à la fois de la richesse, de la fragilité, mais voilà, conscients. Et cette prise de conscience, et j'aime bien revenir là aussi sur les propos de Bernard tenus tout à l'heure, elle ne s'est pas faite en mettant en exergue une minorité ou une discrimination ou quoi que ce soit. On a juste illustré, présenté et communiqué autour d'une richesse qui était présente et ce qu'elle requiert également en termes de travail de la part des gens qui l'entretiennent et ce qu'elle requiert en termes de respect de la part des gens qui vivent avec, s'ils veulent tout simplement la préserver, continuer à vivre avec.
Bon, Bernard, tu as un deuxième magnifique sujet néo. Ouais, non, mais ce que j'aime bien dans le discours d'Emmanuel, c'est qu'il n'a pas recouru à l'excuse ou au prétexte de il faut lutter contre le réchauffement climatique. C'est un nouveau rapport au monde. C'est une attention plus soutenue à la biodiversité, etc. Mais je n'ai pas besoin qu'on me dise que sinon la Terre risque de disparaître dans 30 ans pour redécouvrir le charme de la nature, des paysages, de la biodiversité, etc. Et d'ailleurs, à Néo, on fait plein de sujets là-dessus, sur les goélands, sur les mouettes, enfin, on est très porté sur les oiseaux d'ailleurs, bien évidemment. Mais il faut rappeler que la France, c'est 1% de la pollution mondiale. Donc même si on fait tous du vélo et que c'est pas ça qui va sauver la planète. Donc si on veut sauver la planète, il faut agir sur les États-Unis, la Chine, les plus grands pollueurs du monde. Mais en revanche, faire un exercice sur nous-mêmes en se disant on a été beaucoup trop loin dans la surconsommation, dans le gaspillage, il faut redécouvrir les vertus de la sobriété à la fois alimentaire, mais consommation d'objets du quotidien, etc. C'est formidable, c'est une aventure extraordinaire. Mais encore une fois, je n'ai pas besoin qu'on me culpabilise comme étant le sale homme blanc occidental qui a sali la planète pendant des dizaines d'années pour me convertir justement à tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, je vous rejoins. En tout cas, je vous rejoins, très clairement. Alors, ce qui serait intéressant, Emmanuel, c'est qu'on organise une visite du siège Crédit Agricole d'Evergreen avec Bernard pour qu'il puisse voir avec plaisir, avec grand plaisir. Voir s'il y a quelque chose à faire avec Néo. Et en sortant juste après, derrière, à 200 mètres, on s'arrêtera chez Jean-Luc pour visiter ST Microelectronics et rencontrer ces magnifiques startups. Hein, écoutez, avec grand plaisir aussi. Alors, il nous reste 5 minutes pour répondre aux questions. Donc, vous avez tout en bas de votre écran questions-réponses. Allez-y et je vais prendre les questions directement. Alors, j'ai une première question. Bernard, tu disais que le travail était source d'émancipation et d'épanouissement. Comment alors expliques-tu cette évolution si importante, c'est une excellente question, de personnes en burn-out en entreprise avant même la période Covid? Alors ça, je suis pas spécialiste du monde du travail. Le burn-out, enfin, je pense que c'est parce que effectivement, on supporte de moins en moins la pression. Enfin, moi, je suis en burn-out permanent, donc je suis un mauvais exemple parce que j'ai beaucoup travaillé le week-end, j'ai beaucoup, enfin voilà, ce qui m'a pas interdit d'ailleurs d'avoir 4 enfants, dont 2 qui travaillent avec moi. Voilà, ils se moquent souvent de moi parce qu'ils disent bah oui papa, t'étais absent un week-end sur 2 ou t'étais pas suffisamment présent à la maison, donc maintenant on se rattrape en travaillant avec toi pour te voir un peu davantage. Est-ce que justement je pense que tu n'as pas donné du sens tu as donné du sens? Est-ce que ce n'est pas ce manque de sens qu'on peut retrouver dans certaines entreprises? Là, on a 2 exemples contradictoires, évidemment, avec ST et Crédit Agricole. Il y a des entreprises où il n'y a pas de sens. Et si je travaille et je donne beaucoup à des entreprises qui ne me donnent pas de sens, je peux me retrouver en burn-out. Bien évidemment, c'est qu'il y a un défaut de management. Et puis aussi parce qu'il y a une espèce de petit bruit de fond où, encore une fois, on fait croire que le travail, c'est dégradant, que trop travailler, c'est mal, Enfin, moi, je suis plutôt vieille école là-dessus. Donc, même quand j'étais plus jeune, enfin voilà, ce qui était important pour moi, c'est de réaliser mes rêves, c'est de faire ce que je fais aujourd'hui, c'est la diversité des choses que je fais dans la journée, où je suis à la fois journaliste. J'ai commencé la journée aujourd'hui, je vais vous raconter ma journée si vous voulez bien, mais j'ai commencé dans un dissident club rue Richer à Paris, où j'ai interviewé un ancien journaliste pakistanais qui a dû fuir son pays et qui me raconte le Pakistan d'aujourd'hui, pourquoi il l'a fui, c'était il y a 2-3 ans, comment il est arrivé en France. Et il se trouve que c'est pour un sujet sur le Pakistan qu'on diffuse dimanche soir dans Enquête exclusive. Très beau sujet d'ailleurs, avec notamment de très belles images dans l'Himalaya de l'armée pakistanaise face à l'armée indienne, puisque vous savez qu'ils se disputent l'État du Cachemire depuis des années maintenant. Et voilà. Et puis après, j'ai eu des réunions avec Néo, etc. Donc je pense qu'il faut introduire plus de diversité dans le travail, peut-être moins de pression. Mais je le vis, moi, avec mes équipes de Néo. C'est vrai que ce qui est formidable, c'est qu'on embauche là des journalistes qui ont 24, 25, 26 ans et qui sont heureux de venir travailler chez Néo.
parfois sans masque. Je suis obligé de les engueuler pour qu'ils mettent le masque. Je suis obligé aussi de les chasser parce qu'ils ont tendance à boire des coups après le travail. Il ne faut pas que l'inspecteur du travail du coin nous regarde ce soir. Mais tout est dans l'atmosphère de travail, dans l'ambiance, dans la manière dont on raconte les choses. Et voilà, je pense que ça tient beaucoup aux atmosphères et que les dirigeants sont très responsables. On retrouve tout l'intérêt de Néo, c'est-à-dire que si on sent qu'on arrive à un burn-out ou en pression, on se fait un coup de Néo avec des vidéos positives et locales. Absolument. Et ça va mieux, c'est ça? Oui, ça doit être remboursé bientôt par la Sécurité sociale. Alors, on a des retours positifs qui ne sont pas des questions, qui nous disent très belle philosophie à suivre, j'adhère à 100%, donc des retours positifs. Alors, concrètement, on a une question. Pour nous, entreprises présentes, comment peut-on devenir client chez Néo? C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis intéressé par le brand content et autres, comment je fais? Il faut m'adresser un mail, bdv, bernarddenisvincent@neo.tv voilà, on est rue du Commandant Pilot à Neuilly, 9 bis rue du Commandant Pilot à Neuilly-sur-Seine. Donc voilà, écrivez-nous, envoyez-nous des mails auxquels on répondra très très volontiers. bdv@neo.tv. Super. Merci Bernard, merci Jean-Luc, merci Emmanuel d'avoir été avec nous. Bernard, merci beaucoup, j'ai été ravi de… Merci à toi Geoffroy, merci à vous tous de votre attention. J'espère ne pas avoir été trop ennuyeux. Non, tu as été passionnant comme à ton habitude. Pour ceux qui veulent poursuivre un petit peu l'aventure, ce magnifique livre qui est sorti en 2016, L'homme qui marche, aux éditions Kalman Levy, qui se retrouve dans toutes les très bonnes petites librairies locales ou bien chez le méchant mais génialissime Amazon. C'est un livre qui retrace un petit peu tes aventures, ton histoire. Je l'ai lu quand tu me l'as gentiment offert il y a quelques années et je le trouve tout à fait passionnant. La prochaine manifestation de notre réseau se fera le 15 avril. Donc, vous pouvez noter dans vos tablettes, le 15 avril, on se retrouvera toujours en webinaire, mais sur quelque chose de très sympa en format team building avec un de nos adhérents qui nous organisera quelque chose d'extraordinaire. Ça va être super sympa le 15 avril et au mois de mai, je le souhaite et je l'espère, ça sera physiquement qu'on se retrouvera. Merci à tous. Merci à toi Bernard. Merci Jean-Luc. Merci Emmanuel. Je vous souhaite une excellente bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir. Prenez soin de vous. Au revoir. Soirée.